Londres, septembre 2025. La ville des bus rouges et de Big Ben a vacillé sous un grondement inédit. En 2 jours, 150 000 personnes ont déferlé dans ces rues, mêlant prière et colère, jusqu'à transformer la capitale britannique en théâtre d'affrontements religieux. Mais depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré y a vu plus qu'une crise urbaine, un miroir révélant les fissures morales de l'Occident. Si cette émeute dit quelque chose du pouvoir blanc, que révèle-t-elle surtout sur l'Afrique, qui, désormais, refuse le silence ? Ce qui s'est déroulé à Londres n'est pas qu'un épisode d'extrémisme. C'est un signal, un test de la solidité morale d'un modèle politique que l'Occident brandit comme référence universelle. En observant la capitale britannique vaciller sous les croix brandies et les slogans de haine, Ibrahim Traoré a compris que la question n'était pas seulement celle de la violence, mais celle de la vérité. Comment une démocratie peut-elle nommer la haine ailleurs tout en la taisant chez elle ? Pour l'Afrique, ce moment n'est pas anecdotique. Il redéfinit la place du continent dans le discours mondial. Accepter le silence, c'est accepter d'être jugé par un système qui ne se juge jamais lui-même. Le Burkina Faso, par la voix de son capitaine, promet d'interroger cette asymétrie. Et si, en dévoilant les failles de Londres, l'Afrique redécouvrait son propre pouvoir de dire non ? La révélation ne s'est pas produite dans un studio télévisé, ni dans une salle du Parlement, mais au cœur des rues de Londres, le 13 septembre 2025. Ce jour-là, entre 110 000 et 150 000 personnes ont marché derrière Tommy Robinson, scandant « Le Christ est roi », tandis que les forces de police tentaient de contenir la marée. 26 agents furent blessés, 25 émeutiers arrêtés. Ces chiffres traduisent un point de bascule. Pour Ibrahim Traoré, ils révélaient la fissure d'un ordre moral que l'Occident prétendait universel. À Ouagadougou, le jeune capitaine observa ces images comme on déchiffre une parabole. Les croix brandies à Londres lui rappelaient celles que les esclavagistes brûlaient en Amérique. Les hymnes résonnaient comme les sermons coloniaux qui bénissaient jadis les navires d'esclaves. Ce qu'il voyait n'était pas un simple désordre urbain, c'était l'histoire qui se rejouait, vêtue d'un costume moderne. Le discours occidental sur la tolérance s'effondrait sous le poids de ces contradictions. Pendant que les dirigeants britanniques parlaient d'ordre public et de liberté d'expression, Ibrahim Traoré choisit d'appeler les choses par leur nom. La suprématie blanche, toujours là, change seulement de visage. En reliant le passé colonial et le présent londonien, il inversa le regard. Ce n'était plus l'Afrique qui devait s'expliquer, mais l'Occident qui devait se justifier. Ainsi, l'émeute d'une capitale européenne devient la preuve d'un système mondial en perte de légitimité. L'Afrique, longtemps spectatrice des crises du Nord, découvre qu'elle détient désormais la clé d'une lecture morale du monde. Et si la chute du masque occidental annonçait le moment où le Sud, enfin, parlerait d'égal à égal, Ibrahim Traoré ne se positionne pas en commentateur distant, mais en témoin d'un monde qui vacille. Dans son allocution depuis Ouagadougou, il décrit Londres non comme une capitale en crise, mais comme un miroir révélant l'effondrement moral du système qu'elle prétend incarner. Cette posture, calme et tranchante, tranche avec la cacophonie des condamnations diplomatiques venues d'Europe. Là où les chancelleries invoquent la liberté d'expression, lui parlent de maladie historique. Son message a immédiatement trouvé écho dans les rues de Bamako, Niamey et Johannesburg. Des jeunes y ont vu la preuve qu'un dirigeant africain pouvait nommer l'hypocrisie sans craindre le blâme. L'image de Traoré, point levé sous le soleil du Sahel, a circulé comme un symbole de fierté réhabilitée, celle d'une Afrique qui refuse d'être spectatrice de la décadence occidentale. Mais au-delà du geste politique, c'est l'effet psychologique qui importe. Pour la première fois depuis des décennies, le discours venu d'Afrique n'était pas défensif. Il était analytique, presque clinique. Il parlait de domination, de langage et de mémoire. En quelques phrases, Traoré a fait basculer la narration mondiale. L'Occident, habitué à juger, devenait l'objet d'étude. Le 13 septembre 2025, Londres s'est transformé en théâtre d'une démonstration qui dépasse la simple agitation politique. Dès l'aube, les trains affluaient vers Westminster.
Hommes en manteaux sombres, femmes portant des croix de bois, familles entières brandissant des bannières frappées d'un même cri, le Christ est roi. Ce qui devait être, selon ses organisateurs, une marche pacifique pour la foi et la nation, prit en quelques heures la forme d'une collision entre religion et suprématie blanche. Les premiers The Hurt éclatèrent sur Whitehall. Bouteilles, pavés, torches de détresse traversèrent la fumée. À 10h45, la Metropolitan Police déploya 1600 agents appuyés par des unités venues de Manchester et Birmingham. En vain. Le flot humain déborda les cordons de sécurité. Les champs couvraient les sirènes. 26 policiers blessés, 4 grièvement, 25 arrestations. La capitale britannique bascula dans une fièvre que ni les discours officiels, ni les appels au calme ne purent en contenir. Devant ce spectacle, les caméras occidentales parlaient d'affrontements civiques, tandis que sur les réseaux africains, le mot « croisade » s'imposait. C'est alors qu'Ibrahim Traoré prit la parole à Ouagadougou, devant des milliers de jeunes rassemblés sur la place de la Nation. Sa voix portait plus loin que les haut-parleurs. Les croix levées à Londres sont les mêmes que celles qui brûlaient nos villages, dit-il. Cette phrase, diffusée en direct, devint le point de rupture. Pour lui, les événements de Londres n'étaient pas un accident, mais un symptôme. Celui d'un système occidental refusant de nommer sa propre violence. En Afrique du Sud, des militants reprirent ces mots dans des rassemblements nocturnes. Au Nigeria, des universitaires y virent la confirmation d'une hiérarchie morale inversée. Quand l'Europe s'embrase, elle se dit victime. Quand l'Afrique se défend, elle est accusée d'autoritarisme. La comparaison finit. Pendant que les plateaux télé européens évitaient le mot « suprématie blanche », les médias du Sud parlaient ouvertement de faillite idéologique. Le lendemain, Downing Street condamna les excès sans prononcer le mot « interdit ». Dans les rues, les vitres réparées ne pouvaient masquer la peur persistante. Les mosquées fermèrent plus tôt, les communautés musulmanes organisèrent des veillées. À Paris, à Dakar, à Cotonou, la phrase de Traoré circulait déjà. Ce qui brûle à Londres n'est pas le chaos, c'est la vérité qui se révèle. En moins de 48 heures, l'événement local s'était mué en parabole mondiale. La chute d'une capitale devint l'ascension d'une idée. L'Occident, pris à son propre piège moral, perdait son autorité de juge. Et du cœur du Sahel, un capitaine rappelait que l'histoire n'appartient plus à ceux qui la racontent, mais à ceux qui l'affrontent. Les faits traduisent une clarté brutale. D'après la Metropolitan Police, entre 110 000 et 100 000 manifestants ont défilé dans la capitale. Ce n'était pas une foule isolée, mais une mobilisation d'ampleur nationale. Des bus entiers venus du nord de l'Angleterre, des délégations de France, d'Allemagne et même de Nouvelle-Zélande. Le rapport officiel indique 26 policiers blessés, dont 4 grièvement atteints de fractures et traumatismes crâniens. 25 arrestations ont été effectuées, chiffre dérisoire au regard de la violence observée. Ces nombres ne racontent pas seulement la tension. Ils traduisent une incapacité politique à nommer ce qui se déroule sous ses yeux. Pour Ibrahim Traoré, ces données ont valeur de diagnostic. Il y voit un effondrement du langage moral occidental. Quand des foules chrétiennes attaquent la police, les journaux parlent de liberté d'expression. Quand des Africains réclament leur souveraineté, on crie à la dérive autoritaire. La disproportion n'est pas fortuite, elle témoigne d'un système de hiérarchie hérité du colonialisme. En analysant les chiffres, des chercheurs africains ont montré que les réactions médiatiques variaient selon la couleur des acteurs. Dans les 48 heures suivant les émeutes, moins de 6% des articles britanniques contenaient les mots « suprématie blanche » ou « terrorisme ». En revanche, lors des troubles au Nigeria en 2021, 78% des publications occidentales employaient le terme « extrémisme ». Ce contraste illustre la sélectivité de la morale publique. Les analystes politiques de Johannesburg ont ajouté une autre dimension, celle du risque de contagion idéologique. Après les émeutes, plusieurs forums d'extrême droite en Europe ont enregistré une hausse de 42% d'adhésion en ligne
avec des références explicites à la marche de Londres. Ces données confirment la crainte évoquée par Traoré. Le racisme institutionnel n'est plus une relique, mais une énergie circulante. En parallèle, des indicateurs économiques donnent à cette fracture une portée géopolitique. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, 67% des pays du Sahel ont réduit leurs partenariats financiers occidentaux depuis 2024, préférant renforcer leurs liens interafricains. Ce basculement, amorcé bien avant Londres, trouve désormais une justification morale. Pourquoi dépendre de nations incapables de contenir leur propre extrémisme? Ainsi, les chiffres dessinent une vérité. Le désordre britannique a servi de miroir statistique à une inversion des rôles. L'Occident devient le foyer de la crise et l'Afrique, le laboratoire de la stabilité revendiquée. Derrière la rhétorique, les nombres révèlent un déplacement du centre de gravité morale. Et Ibrahim Traoré, en les citant, a offert au monde une lecture scientifique d'un malaise spirituel. La démocratie occidentale, privée de cohérence, ne peut plus enseigner ce qu'elle n'incarne plus. Des critiques occidentaux ont tenté d'expliquer autrement les événements. Certains éditorialistes britanniques ont soutenu que Traoré simplifiait un phénomène complexe, réduisant une crise sociale à une grille morale héritée du colonialisme. Pour eux, les émeutes de Londres traduisaient d'abord une fatigue économique. Inflation persistante, désindustrialisation, sentiment d'abandon dans les régions ouvrières. Ce n'était pas une croisade raciale, disait-il, mais une révolte d'exclus cherchant une identité perdue. Cette lecture semble solide, mais elle oublie que les slogans scandés n'étaient pas économiques, mais identitaires. Les croix brandies, les hymnes de croisade, les prêches improvisés n'invoquaient pas la justice sociale, ils désignaient un ennemi, le musulman, l'étranger, le différent. En cela, la lecture de Traoré garde sa cohérence. Il ne nie pas la misère matérielle du Nord, il la relie à une misère morale plus profonde, celle d'un monde qui préfère accuser les autres plutôt que de se regarder. D'autres analystes, plus nuancés, admettent une double vérité. Oui, la colère populaire britannique a des racines socio-économiques, mais oui aussi, elle s'exprime désormais à travers un langage de race et de foi. Ce chevauchement est précisément ce que Traoré désigne, la transformation du malaise intérieur de l'Occident en croisade symbolique contre le reste du monde. Reconnaître cette tension ne signifie pas diaboliser l'Europe, mais accepter le diagnostic. L'Afrique, dit Traoré, n'a pas inventé cette fracture, elle la constate. Et si le regard occidental voit dans son discours une provocation, c'est peut-être parce qu'il oblige le miroir à rester levé. Le masque est tombé, a déclaré Ibrahim Traoré au milieu de son discours, entre indignation et lucidité. Cette phrase marquait un tournant non seulement dans le récit, mais dans la perception du pouvoir occidental lui-même. Car si Londres, berceau de la démocratie parlementaire, pouvait devenir le théâtre d'une marche suprémaciste, que restait-il du mythe moral de l'Europe ? Cette révélation a résonné dans tout le Sud global. Elle ne parlait pas seulement de Londres, mais du monde entier, des institutions internationales promptes à condamner les faibles, muettes devant la violence des forts, les nations africaines sommées d'obéir à des modèles qui vacillent sous leurs propres contradictions. En dévoilant cette hypocrisie, Traoré transformait la colère en concept, la stupeur en stratégie. Car désormais, l'Afrique n'est plus l'objet de l'analyse, mais son sujet. Ce basculement narratif, né d'une émeute étrangère, consacre un changement d'époque. Le Sud n'écoute plus, il parle. Et sa voix, portée depuis Ouagadougou, s'inscrit dans la fissure du vieux monde comme un rappel. Celui qui ne nomme pas sa faute perd le droit d'accuser. Dans le domaine politique, au Royaume-Uni, le débat parlementaire s'enflamma. Les travaillistes accusèrent le gouvernement d'avoir laissé croître l'extrême droite sous prétexte de liberté d'expression. Les conservateurs dénoncèrent l'inaction policière et la complaisance médiatique. Pourtant, personne n'osa prononcer le terme « suprématie blanche ». Ce silence pesa lourd. Il montrait la peur d'admettre que la violence venait de l'intérieur. À Ouagadougou, Traoré résuma la scène « L'Occident craint plus la vérité que le désordre ». Dans le domaine économique, les marchés réagirent brièvement, mais l'impact durable fut ailleurs, dans la perception du risque moral. Plusieurs États africains suspendirent leurs négociations d'aide budgétaire avec Londres, arguant que la stabilité ne peut venir d'une nation incapable de protéger ses minorités.
Les flux d'investissement vers le Sahel augmentèrent de 18% en 3 mois, stimulés par la rhétorique souverainiste. Le discours de Traoré devint un argument de confiance. Si le chaos vient du nord, c'est au sud que renaît la cohérence. Dans le domaine culturel et médiatique sur les réseaux sociaux, la vidéo du discours de Traoré dépassa les 60 millions de vues. Des artistes africains y ont vu une revanche symbolique. Pour une fois, la voix du continent dominait le récit mondial. Dans les universités, des séminaires furent consacrés à Londres 2025, miroir colonial. La critique intellectuelle se structura autour d'une idée simple. L'Occident a exporté des valeurs qu'il ne sait plus pratiquer. Dans le domaine géopolitique, l'Union européenne, gênée, parla d'un dérapage ponctuel. Mais à Moscou, à Pékin, à Ankara, les diplomaties s'emparèrent du récit pour souligner le double standard occidental. Dans plusieurs chancelleries africaines, les propos de Traoré furent inscrits dans des déclarations officielles. Le Burkina Faso, petit par la taille, devenait immense par la clarté morale. Sous ces 4 angles, une conclusion s'impose. Les émeutes de Londres ont déplacé le centre du jugement mondial. L'Afrique, jadis auditrice des leçons occidentales, devient juge de la cohérence du Nord. Et Ibrahim Traoré, Le terrorisme n'est que la manifestation la plus violente de l'impérialisme. Le dirigeant moderne ose imposer un récit où le Sud ne subit plus l'histoire, il la commente, la mesure et la redéfinit. Dans le premier scénario, le Royaume-Uni renforce ses lois sur les rassemblements, multiplie les appels à l'unité et tente de restaurer son image démocratique. Sur le papier, tout paraît se stabiliser. En réalité, la société demeure fracturée. Les réseaux d'extrême droite s'adaptent, les discours de haine se déplacent vers l'espace numérique. L'ordre revient, mais la confiance s'érode. Dans un scénario plus optimiste, sous la pression internationale et l'écho des paroles de Traoré, Londres accepte enfin de nommer la suprématie blanche comme menace intérieure. Une commission parlementaire indépendante voit le jour. Des leaders religieux s'unissent pour reconstruire un langage spirituel débarrassé de la haine. Dans cette hypothèse, le choc devient apprentissage et la crise un acte de renaissance morale. C'est ce que Traoré appelle la conversion par la lucidité. Dans le scénario le plus sombre, si le silence persiste, les imitateurs viendront. En Allemagne, en France, aux États-Unis, des groupes extrémistes pourraient reprendre la formule de Londres. Religion, colère, impunité. Le résultat serait une décennie d'éruptions périodiques, chacune nourrissant la suivante. Pour l'Afrique, ce scénario équivaut à un avertissement. Si le Nord se radicalise, il exportera son désordre, comme autrefois il exportait sa morale. Dans cette grille à 3 entrées, une certitude demeure. L'Afrique ne peut plus se contenter d'observer. Ibrahim Traoré la présente comme le laboratoire d'une stabilité nouvelle, fondée sur la mémoire et la cohérence. Si le monde entre dans un cycle de vérité douloureuse, mieux vaut être celui qui l'a dit que celui qui la cache. Ce récit touche directement ceux qui l'écoutent, car ce que Traoré met en lumière n'est pas seulement une fracture géopolitique. C'est une question intime de regard. Qui avons-nous laissé raconter notre histoire? Qui décide du bien et du mal lorsque les caméras s'allument? À travers Londres, il parle à chacun de nous, Africains, Européens, descendants d'ex-colonies ou simples citoyens du monde, invités à réexaminer le sens du mot « civilisation ». Dans les communautés africaines de la diaspora, cette interpellation agit comme un miroir brutal. À Paris, à Montréal ou à New York, beaucoup disent avoir ressenti la même peur que les familles musulmanes de Londres. D'autres y voient une renaissance de la fierté. Pour la première fois depuis longtemps, un dirigeant africain a prononcé des mots que d'autres taisaient. Le courage devient contagieux. Ibrahim Traoré ne propose pas un slogan, mais une attitude. Refuser la peur, refuser la hiérarchie invisible qui décide qui a le droit de souffrir publiquement. Il appelle à une conscience partagée où la dignité n'est plus une faveur accordée, mais un droit reconquis. Cette résonance humaine, plus que les chiffres ou les discours, explique pourquoi le message a franchi les frontières. L'émeute de Londres devient une métaphore universelle. Quand un système se fissure, il ne s'effondre pas toujours. Parfois, il s'éclaire. Et c'est dans cette lumière que chacun est invité à se demander « Que ferions-nous, nous, si le masque tombait chez nous ?» Aucun partenariat ne doit se signer sans transparence, sans contrôle populaire, sans bénéfice mesurable pour les citoyens.
Les institutions éducatives doivent replacer l'histoire du continent, non comme mémoire de blessures, mais comme matrice de fierté. Les alliances Sud-Sud doivent créer un marché commun des savoirs, des technologies et des défenses. Un langage diplomatique propre, affranchi du lexique de la dépendance, doit être établi. Le progrès doit se mesurer non par la croissance brute, mais par la dignité retrouvée. Ces étapes réalistes et mesurables ne cherchent pas la rupture, mais la cohérence. Le Burkina Faso devient le prototype d'une Afrique adulte, capable d'apprendre sans s'incliner. Dans la vision de Traoré, l'indépendance n'est pas un isolement, mais une symétrie. Chaque relation doit être réciproque ou nulle. Ce plan, Traoré le présente comme un pacte de maturité. S'il réussit, il offrira au monde un modèle de réforme fondé sur la clarté morale. Et si le Nord choisit encore le silence, l'Afrique, elle, parlera chiffres, faits et mémoire, les trois langues que le mensonge ne peut pas imiter. Sous le soleil de Ouagadougou, les mots d'Ibrahim Traoré résonnent comme un écho venu du passé. On y entend les voix de Sankara, de Mandela, de Nkrumah, toutes celles qui avaient promis que la liberté ne serait jamais un don, mais une conquête. Pourtant, dans la silhouette de ce jeune capitaine, quelque chose diffère. Il parle à une génération connectée, méfiante, parfois désabusée, qui redécouvre dans sa parole le sens du courage. Les rues de Londres se sont vidées, mais les images demeurent, les croix levées, la peur, les flammes. Ce décor étranger devient le miroir de toutes les histoires africaines qu'on avait tenté d'oublier. En reliant ces fragments, Traoré transforme la douleur en conscience. Ce que l'on subit peut devenir ce que l'on nomme, et ce que l'on nomme peut enfin être guéri. Alors que le monde s'interroge sur ses certitudes, une phrase s'impose, simple, nue. Nous ne cherchons pas à dominer, mais à exister. C'est la ligne qui relie le Sahel aux ruelles de Londres, le passé aux promesses. Et dans ce silence suspendu, l'Afrique se redresse, non pour défier, mais pour respirer. Le message de Traoré ne s'arrête pas à Londres, ni à Ouagadougou. Il s'adresse à tous ceux qui refusent dans la fatigue morale du monde. Ce n'est pas un appel à la rupture, mais à la lucidité. Comprendre que la justice ne descend pas des puissants, elle se construit entre égaux. Dans chaque école, chaque média, chaque conversation, ministre des Affaires étrangères, et c'était grâce celle qui nomme la vérité sans peur. À ceux qui écoutent, ils ne demandent ni foi aveugle, ni révolte bruyante, mais un geste simple. Refuser le silence, car c'est le silence qui nourrit les systèmes et la parole qui les fissure. Si l'Afrique se tient debout, c'est qu'elle a appris que la dignité commence par un mot prononcé à voix claire. Alors, où que vous soyez, à Bamako, Paris ou Toronto, cette histoire vous concerne. Partagez-la, discutez-la, contredisez-la même, mais ne la laissez pas passer. Car si Londres fut le miroir, c'est désormais à nous tous de décider ce que nous y voyons.